Donc, je commence par une brève présentation de Médecins du Monde. Donc, Médecins du Monde, c'est une association créée en 1980, une association médicale, militante de solidarité internationale qui lutte pour défendre un système de santé juste et universel. Notre principe d'action, c'est de soigner pour répondre aux besoins et témoigner pour faire respecter les droits des personnes et améliorer les systèmes de santé. Donc voilà, de l'action de terrain, du plaidoyer aussi, et tout ça en travaillant dans une logique de non-substitution au pouvoir public. On n'est pas là pour remplacer l'État, surtout sur le secteur France. On travaille toujours en partenariat avec de nombreux acteurs, qu'ils soient associatifs ou institutionnels. Et on a aussi pour principe de travailler avec les personnes concernées et les communautés. En France, Médecins du Monde intervient dans une quinzaine de délégations sur 55 programmes et à l'international dans 35 pays et 57 programmes. En France, on a 1300 bénévoles sur le terrain et 130 salariés. Voilà, donc Médecins du Monde a une vision large et positive de la santé. On s'appuie sur la définition de la santé de l'OMS. On s'appuie aussi sur la charte d'Ottawa de la promotion de la santé, donc avec ces 5 piliers, avoir des politiques publiques saines, un environnement de vie adapté, des services de santé adaptés aux besoins des populations, et puis tout ce qui va être du registre des renforcements des compétences individuelles et des compétences collectives. Je cite l'OMS et la charte d'Ottawa parce que c'est nos fondements, nos fondamentaux, et c'est aussi notre cadre d'intervention. On a aussi des thématiques prioritaires dans le cadre de notre plan stratégique, réduction des risques, santé sexuelle et reproductive, urgence et crise, santé environnement, et migration, exil, droit et santé. Donc la thématique MNA, le programme MNA de Nantes s'inscrit dans cette thématique migration, exil, droit et santé. Et on a aussi dans notre cadre d'intervention des thématiques transversales telles que l'enfance vulnérable, le genre et ce qui va être santé mentale et soutien psychosocial. Donc la santé mentale et le soutien psychosocial, c'est un éventail d'interventions assez large. Il y a 2 facettes, promouvoir le bien-être ou prévenir et accompagner les personnes avec des troubles mentaux. Et dans le cadre de cette thématique transversale, santé mentale et soutien psychosocial, on s'appuie sur ce qu'on appelle, ce que vous connaissez sûrement, la pyramide du YASC. Donc, je vais vous partager le lien pour que vous puissiez voir, mais cette pyramide, donc voilà, hop, voilà, pour celles et ceux qui connaissent la pyramide du YASC, donc c'est un modèle d'intervention sur lequel Médecins du Monde s'appuie. Ce modèle d'intervention, donc il y a 4 niveaux. Le niveau numéro 1, c'est assurer les services de base et la sécurité des personnes, notamment via l'accès aux besoins fondamentaux. Le deuxième niveau d'intervention, c'est de promouvoir, renforcer la cohésion sociale, l'entraide, les mécanismes de soutien communautaire et familiaux. Le troisième niveau d'intervention, c'est des dispositifs de soutien non ciblé santé mentale, donc ce qui va être tout ce qui est prise en charge médico-sociale générale sans être spécifique santé mentale. Le dernier étage de la pyramide du YASC, c'est d'orienter vers les services spécialisés en santé mentale, psychiatrie, psychologue. Voilà, donc c'était une petite présentation introductive pour vous présenter Médecins du Monde d'une part, et puis le cadre d'intervention qu'on s'est fixé au sein de notre ONG. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, je vais passer à la présentation du programme MNA. Alors, désolé, mais on a peu de temps et on a beaucoup de choses à vous dire, alors on va peut-être parler un petit peu vite. Donc le programme, déjà la délégation régionale de Médecins du Monde, pour vous donner une idée, il y a 3 programmes. Il y a un programme de santé communautaire en milieu carcéral, il y a un programme de santé communautaire sur les lieux de vie précaires, et il y a le programme MNA qui a ouvert en 2016. Donc c'est un programme qui s'adresse aux MNA qui n'ont pas été reconnus mineurs par la protection de l'enfance, qui ont la possibilité d'engager un recours qui va durer plusieurs mois et pendant lequel ils sont sur une zone grise en termes de statut, ni reconnus mineurs, ni vraiment majeurs. Ces jeunes, quand ils arrivent à Médecins du Monde, le plus souvent, ils sont à la rue, ils sont isolés, sans ressources, en grande précarité, en grande détresse. Moi, j'ai l'habitude de dire, ils ont besoin de tout, ils n'ont accès à rien. Et comme ça a été évoqué dans les webinaires précédents, on sait bien qu'il y a deux gros paquets de problématiques en santé mentale. D'une part, des traumas qui vont être liés aux raisons du départ ou au parcours migratoire, et d'autre part, une grosse souffrance, anxiété réactionnelle à leur situation,
précarité, isolement, absence de perspective, qui va créer beaucoup de souffrance, qui peut conduire à des passages à l'acte, à des tentatives de suicide, comme on a pu le voir ces dernières années sur le programme. Donc voilà, donc les MNA non reconnus, c'est des adolescents exilés en situation d'extrême précarité et au statut précaire. C'est un public jeune, vulnérable et fragilisé qui ne possède pas forcément les compétences et les aptitudes nécessaires à leur autonomie dans un système de santé qui est extrêmement complexe. Le cumul de ces facteurs de vulnérabilité génère un énorme besoin en accompagnement médico-psychosocial, ce que s'attache à faire le programme MNA de Nantes. Donc, on propose un accompagnement global en santé à travers des activités variées dans une logique de médiation en santé, de non-substitution, donc d'orientation vers le droit commun systématique et de renforcement de l'autonomie des personnes. Cette réponse globale en santé, elle inclut, il y a des actions qui vont être spécifiques pour la santé mentale, mais il y a des actions qui vont impacter positivement la santé mentale de façon indirecte, notamment les questions de logement. On sait bien que le logement, et on le constate tous les jours sur le programme, a une incidence très forte sur la santé mentale des personnes. Plus le temps passé à la rue est important, plus la santé mentale des personnes se dégrade. En termes d'activités, de parcours d'accompagnement qu'on propose aux jeunes, donc déjà, on est souvent. Donc l'objectif, c'est de promouvoir l'accès à la santé, aux droits et aux soins des MNA non reconnus, et donc dans une logique de renforcement de leurs capacités, de favoriser le droit commun et l'accès à l'aide sociale à l'enfance. Donc on est souvent le premier point de chute pour les jeunes qui sont orientés par le réseau, par le département ou par leurs pairs qu'ils ont rencontrés dans le centre-ville de Nantes. La porte d'entrée sur le programme, c'est des permanences d'accueil collectif tous les lundis après-midi et jeudis après-midi. Un lieu qui est sécurisant, humanisant, où ils peuvent rencontrer d'autres jeunes et où on va favoriser, nous, l'entraide, l'interconnaissance entre les jeunes. Après, le parcours qu'on va proposer en termes d'accès au droit commun, d'accès au système de santé, déjà, on va les accueillir, on va répondre à leurs besoins, on va les orienter en fonction des besoins fondamentaux, hein, manger, se laver, se vêtir, tenter de trouver un hébergement. Et puis après, on va les accompagner dans l'accès aux droits, domiciliation, droit santé, pour ensuite les orienter vers un médecin traitant qui va pouvoir faire un accompagnement des jeunes sur l'ensemble des dimensions santé. Et puis nous, après, une fois que le jeune a intégré le droit commun à travers le médecin traitant, on va les accompagner pendant tout le temps que dure le recours pour toute question relative aux besoins fondamentaux, à l'accès aux droits ou à l'accès aux soins. Voilà, sachant que on a différentes activités pour y arriver. Donc j'ai évoqué les permanences d'accueil collectives. Ça c'est les lundis après-midi, jeudi après-midi. Le mardi matin et le vendredi matin, on a des permanences pour des rendez-vous individuels. On fait des accompagnements individuels vers les soins. On fait des accompagnements collectifs vers les droits le vendredi matin et on fait ce qu'on appelle des entretiens d'écoute et d'orientation en santé mentale. Et donc, le programme mineur non accompagné propose une réponse adaptée en fonction de la pyramide d'IASC que Mathieu vient de nous présenter. Donc, pour rappel, on avait la pyramide avec 4 niveaux. Donc, du coup, ce que le programme propose, tu vas mettre la pyramide. Le premier niveau, nous, on trouve les services de base et sécurité dans les besoins fondamentaux. Et par rapport à ça, le programme a acté, par exemple, un accueil inconditionnel. Donc, c'est un accueil collectif, c'est un accueil inconditionnel des mineurs non accompagnés. C'est un accueil en libre adhésion avec le principe de non-jugement, sans rendez-vous et avec un accès à un interprétariat. L'idée, donc, c'est pouvoir orienter les jeunes vers les acteurs du terrain, que ce soit des acteurs associatifs ou institutionnels, qui vont pouvoir répondre aux besoins fondamentaux, tels que l'hygiène, le logement, le transport, l'accès à la nourriture et autres. Je tiens juste à préciser que par rapport au logement, même s'il y a des acteurs qui sont mobilisés par rapport à cette thématique-là, aujourd'hui, à Nantes, on a quand même pas mal de mineurs non accompagnés qui sont en situation de rue. Donc, on revient à la pyramide. Donc, le deuxième niveau, c'est le renforcement du soutien communautaire et familial. Et par rapport à ça, donc, nous avons instauré, encore une fois, les accueils collectifs. Les accueils collectifs, donc, c'est un espace, comme Mathieu le disait tout à l'heure, sécurisant, humanisant. C'est un lieu stable et sécurisant qui permet l'expression des besoins du public qu'on accompagne, permet aussi une orientation et même un accompagnement en fonction des besoins. C'est un espace dans lequel on va pouvoir faire des promotions
promotion de compétences psychosociales, que ce soit les compétences cognitives, les compétences émotionnelles et sociales. On va favoriser la connaissance de soi, mais aussi l'interconnaissance et l'entraide entre jeunes. Et aussi, on va promouvoir des actions de prévention et promotion de la santé. Ce sont des actions qui vont être menées soit par notre équipe bénévole ou salariée, soit par des partenaires externes. Par exemple, nous avons le Centre d'examen de santé de l'assurance maladie qui vient faire des ateliers sur la santé dentaire, bucco-dentaire et nutrition. Nous avons le planning familial qui vient aussi faire des interventions sur la santé sexuelle et reproductive et d'autres types d'interventions pour promouvoir justement la santé. On revient à la pyramide. Donc, le troisième niveau, c'est le dispositif de soutien ciblé non spécialisé. Donc, à ce niveau-là, on a mis en place les accueils individuels, tel que le nom l'indique. C'est un accueil individuel personnalisé, un espace confidentiel où l'idée, c'est pouvoir recueillir les besoins des jeunes, de pouvoir l'aider dans l'identification des ressources disponibles et aussi pouvoir l'accompagner dans toute la démarche de son parcours des soins. Donc, comme Mathieu disait à l'instant, nous, on va par exemple orienter les jeunes vers un médecin traitant. On va pouvoir le guider dans tous les dépistages des primo-arrivants et pouvoir continuer son parcours des soins. Et puis, le quatrième niveau de la pyramide, on trouve les services spécialisés. Alors, ce que le programme a décidé de faire, c'est c'est une évaluation qui est faite par une équipe psychologue de besoins de soutien et d'appui psychologique. En fonction de cette évaluation, donc les bénévoles vont proposer des entretiens d'écoute et orientation. Et par la suite, la personne pourra être orientée vers les droits communs. Alors, je tiens à préciser qu'il y a quand même une complémentarité entre ces deux espaces d'accueil, l'accueil individuel et l'accueil collectif, parce que ces deux espaces-là vont nous permettre, nous, l'équipe salariée et l'équipe bénévole, d'identifier et de repérer les jeunes qui sont en détresse psychologique ou en situation de mal-être. Et donc, à partir de cette identification-là, on va pouvoir mener donc toute la suite les entretiens d'accueil et orientation qui seront décrits plus tard par Marion, et puis l'orientation vers le droit commun. En ce qui concerne les droits communs, je voulais vous contextualiser, donner un peu le contexte de l'offre de soins en santé mentale sur notre territoire. Nous avons une offre qui est assez diversifiée. Nous avons des dispositifs généraux comme le type CMP, urgence psychiatrique, la passe psy, le CRPT, le Centre régional de psychotraumatisme. Et nous avons aussi une offre plus spécifique pour les personnes qui sont en situation de précarité et d'émigration, comme par exemple la consultation de ressources en clinique transculturelle ou le LPP, l'équipe de liaison psychiatrique précarité. Et donc, malgré la disponibilité de ce type de dispositifs-là, on trouve aujourd'hui des freins pour avoir accès à la santé, et notamment liés aux spécificités de notre public. Alors, il faut tenir en compte que les mineurs non accompagnés, il y a des déterminants en santé qui sont spécifiques à ces publics-là et que malheureusement, dans l'offre que nous avons aujourd'hui, elles ne sont pas prises en compte. Donc là, on fait référence à un public qui est en situation d'exil, de précarité, un public qui présente aussi une barrière de la langue et que deux fois l'accès à l'interprétariat, c'est compliqué. Il y a aussi les notions de transculturalité et les notions de la perception et les représentations que ce public a sur la santé mentale. Donc, tout ça, ce sont des aspects à tenir en compte lors d'une prise en charge en santé mentale. Et le frein principal, c'est que dans les dispositifs à disposition et les professionnels de santé du territoire, parfois, ne vont pas prendre en compte toutes ces spécificités. Il y a aussi le frein qui présente les professionnels de santé, et c'est l'habitude de travailler avec un interprète. Les notions de transculturalité, comme je le disais à l'instant. Et à tout ça, donc, on ajoute des difficultés liées à l'organisation et le fonctionnement du système hospitalier, donc les notions de critères d'admission en pédopsie et aussi la sectorisation.
Et puis la dernière chose à ajouter, mais que c'est aussi une réalité partout dans les territoires, c'est le temps d'attente pour avoir accès à un de ces dispositifs-là. Par exemple, là, aujourd'hui, à Nantes, pour avoir accès à un CMP, nous avons une liste d'attente qui va un an, voire plus. Donc, à partir de tous ces contextes-là et tous les freins que nous trouvons au quotidien, nous pouvons conclure que la santé mentale, l'offre de soins en santé mentale du territoire est insuffisante et surtout n'est pas adaptée aux spécificités du public qu'on accompagne. Voilà, donc comme Caroline l'a dit, les psychologues bénévoles qui sont en équipe, il y en a 6 dans le programme, c'est une petite équipe, proposent des entretiens d'écoute et d'orientation. Ces entretiens, ils sont déclenchés à la demande, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas repérés dans le calendrier de la semaine comme les autres types d'entretiens, mais selon ce qui a été repéré pendant les permanences ou pendant les entretiens individuels que Carolina a déjà décrits. Voilà, c'est à la demande d'un jeune. Nous, on est contacté par Carolina et on constitue un binôme pour pouvoir recevoir le jeune. Le cadre de ces entretiens, c'est qu'on fait 3 entretiens maximum. On n'engage pas une alliance thérapeutique trop forte pour pas qu'il y ait une tentative de prise en charge après derrière, pour pouvoir tout de suite réorienter dans le droit commun pour que le jeune puisse investir un autre lieu, en fait. Et puis voilà. Donc, ces entretiens, on accueille d'abord le jeune, on accueille une personne, on essaye d'entendre sa demande. On présente aussi ce que c'est qu'un psychologue, parce qu'en général, les jeunes ne sont pas forcément très au clair avec nos représentations à nous de ce que c'est qu'un psychologue et de ce que ça peut leur apporter. Et on leur parle des structures existantes et puis on essaye avec eux de bien comprendre leurs besoins, leurs demandes, pour pouvoir trouver la structure qui va pouvoir y répondre. Après, à partir de là, on les aide à formuler leurs demandes. Alors, soit on appelle avec eux la structure pour demander un rendez-vous, soit on rédige un courrier pour adresser le jeune à la structure. Et on peut aller jusqu'à un accompagnement physique au premier rendez-vous pour faire le lien avec la structure d'accueil. Voilà. Lors de ces entretiens, comme le disait Carolina, il y a une prise en compte des spécificités de ce public-là, avec de l'interprétariat téléphonique avec l'ISM, avec des grilles de lecture aussi particulières parce qu'on accueille des adolescents, donc il faut avoir des grilles de lecture développementales, il faut avoir des connaissances sur le psychotrauma, sur les notions d'attachement en lien avec leur parcours d'exil, et puis une posture aussi d'accueil plutôt basse de non-sachants pour pouvoir favoriser la transculturalité. C'est pas toujours simple, comme le disait Carolina, parce qu'on a du mal à faire passer le relais en fait dans le droit commun, parce que le système aujourd'hui est saturé et parce que c'est difficile de trouver vraiment un accordage entre les besoins spécifiques d'un jeune et la structure qui va pouvoir vraiment répondre à ses besoins. Donc ce bilan qu'on peut faire là aujourd'hui sur ces dispositifs-là, on va trouver des limites, évidemment, notamment dans le fait que les jeunes qu'on accueille aujourd'hui ne sont pas forcément sécurisés dans leur présent, dans leur quotidien. Ils sont encore en situation de grande précarité. Donc, c'est très difficile pour eux de s'engager dans un suivi à long terme. Et parce qu'aussi, quand on a un tableau clinique de psychotrauma, on a beaucoup de mal à se repérer dans le temps et donc à s'organiser sur un suivi à long terme, à avoir des perspectives comme ça, au-delà de quelques jours, une semaine. Voilà. Tant que les besoins en fait, qui sont définis sur le premier étage de la pyramide dont on a parlé tout à l'heure ne sont pas assurés à minima, c'est difficile de penser à entreprendre un travail sur soi en psychothérapie. Voilà. Malgré tout ça, le bilan est quand même assez positif. Sur 2023, sur le premier semestre, on a un peu chiffré les choses. On a eu 18 demandes d'entretien, d'écoute et d'orientation. Sur ces 18 demandes, il y a 10 jeunes pour lesquels on a pu faire des entretiens, ce qui représente environ 22 entretiens en tout. 4 d'entre eux n'ont eu qu'un seul entretien, parce que ça leur a suffi. On leur a apporté les réponses dont ils avaient besoin. Un autre a été orienté vers un psychiatre libéral. 2 jeunes ont pu être pris en charge par un CMP. Un jeune a pu être pris en charge par la consultation jeunes consommateurs de l'association Opélia. Un autre jeune par l'école des parents éducateurs et un qui est en cours d'orientation dans le parcours Mon Psy pour les psychologues libéraux qui sont conventionnés.
Voilà, on essaye vraiment de chercher, toujours sur le travail, de chercher la structure qui va correspondre, qui va pouvoir accueillir le jeune, qui va avoir un interprète aussi. Voilà, donc c'est assez difficile, même si on a réussi à identifier des partenaires un peu récurrents, comme notamment l'école des parents et des éducateurs, et puis une autre qu'on n'a pas citée, Solipsy, mais qui accueille plutôt les jeunes majeurs. Voilà. Sur ces 18 demandes, on a aussi 8 jeunes qui n'ont pas eu d'entretien d'écoute et d'orientation. Alors, d'abord parce qu'il y en a 6 d'entre eux qui ont été directement orientés vers d'autres structures de droit commun qui font également des entretiens d'orientation, comme la Maison des adolescents par exemple, ou qui ont été orientés directement à l'école des parents et des éducateurs par les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance qui les accompagnent. Il y a une jeune fille également qui est partie de Nantes, donc qui n'a pas pu donner suite on n'a pas pu donner suite à la demande. Et puis un autre jeune qui a été orienté directement aussi à la consultation jeune consommateur. Voilà. Et puis un qui n'est pas venu. Mais sur 18 demandes, voilà, on trouve que le bilan est finalement assez positif, malgré les difficultés qu'on rencontre à chaque accueil et les questions que ça nous amène. Comme ça nous amène pas mal de questions, ce dispositif il est en évolution, hein, il existe depuis 2017. Au départ, les psychologues accueillaient les jeunes sur 5 entretiens, qu'on a limité aujourd'hui à 3. On se pose la question de l'avenir de ces entretiens dans le territoire, parce qu'il y a déjà pas mal de structures de droit commun qui proposent également des entretiens d'orientation, donc on a l'impression de faire un peu doublon, comme par exemple la Maison des adolescents. Donc on se questionne aujourd'hui sur transformer peut-être l'action des bénévoles psychologues vers des groupes de parole sur les temps de permanence, en plus des ateliers de soutien psychosocial qui existent. Et puis aussi accompagner les partenaires justement qui proposent des entretiens d'orientation pour pouvoir leur faire part de nos connaissances sur ce public. Voilà. Et nous, en tant que psychologue, on est quand même assez soutenus aussi au sein de l'association de Médecins du Monde, puisqu'on a de l'intervision entre psy avec les responsables du programme, de la supervision avec un psychologue extérieur à Médecins du Monde, et puis il y a également une commission de santé mentale qui se réunit régulièrement pour le programme. Voilà. On participe aussi en tant que psychologue à la formation pour renforcer les compétences en santé mentale de tous les bénévoles du programme et également des partenaires, notamment les éducs de l'aide sociale à l'enfance qui travaillent avec. Et j'ai fini. Voilà. Et puis juste pour compléter, c'est un public voilà, qui est en grande fragilité, qui est en grande précarité. Les acteurs de Médecins du Monde, en travaillant avec ce public, sont eux-mêmes exposés aux risques psychosociaux. Hein. Donc voilà, il y a des dispositifs spécifiques, intervision, supervision pour les psychos. Pour le reste de l'équipe, l'ensemble de l'équipe, à chaque fois il y a des briefings, il y a des débriefings. Il y a aussi des formations ponctuelles, des ADP qui sont organisés avec toute l'équipe, un intervenant extérieur, analyse des pratiques tous les 2 mois. Et de façon générale, Médecins du Monde propose à l'ensemble de ses membres la possibilité de recourir à 4 séances d'écoute psychologique par an s'il y a des difficultés qui sont rencontrées en lien avec l'action à Médecins du Monde. Alors pour resituer, parce que Caen est moins connu que Nantes, Caen est une ville moyenne, voire petite, de 106 000 habitants, avec une agglo de 270 000. Environ 150 nouveaux MNA sont pris en charge chaque année par le conseil départemental du Calvados. Presque la moitié est orientée par la cellule de répartition nationale. Nous estimons que 30 à 50 jeunes sont refusés chaque année et qu'environ un quart d'entre eux entameront un recours. Médecins du Monde a ouvert un programme de santé mentale et de soutien psychosocial auprès des MNA à Caen en 2016. Celui-ci vient d'évoluer en programme de promotion de la santé par la médiation sanitaire auprès des jeunes exilés de 16 à 25 ans. Alors, les jeunes reçus sont soit des MNA refusés à l'issue de l'évaluation par le conseil départemental du Calvados, soit d'anciens MNA ayant essuyé un refus de séjour par les services de la préfecture, ou encore de jeunes demandeurs d'asile qui sont souvent dublinés, en fuite ou déboutés. Beaucoup de ces derniers ont commencé leur parcours d'exil quand ils étaient mineurs. Ces 3 catégories ont en commun d'être partis très jeunes de leur pays d'origine et d'avoir eu des enfances souvent compliquées, faites de ruptures et de violences. Ils ont tous connu des expériences particulièrement difficiles pendant le parcours migratoire et gardent souvent des traumatismes de ce qu'ils ont vécu pendant ce trajet. Ils sont tous en situation administrative et matérielle très précaire et ressentent pour la plupart un fort sentiment d'inutilité et d'isolement qui peut aller jusqu'au sentiment de rejet et de honte. Certains auront besoin d'une prise en charge par la psychiatrie,
Parmi ces derniers, beaucoup disent entendre des voix. L'un d'eux a même connu de longues périodes de mutisme. Chez ces jeunes, nous retrouvons aussi des problématiques addictives, judiciaires, ou carrément des glissements vers l'errance en rue et ce qu'on pourrait appeler la clochardisation. Au niveau de notre fonctionnement, alors les modalités d'action auprès des jeunes n'ont pas beaucoup changé avec la transition de programme qui s'est opérée en janvier de cette année. Nous nous efforçons à partir d'un lieu d'accueil de jour ouvert tous les après-midi, pour le mode de l'inconditionnalité de l'accueil, de trouver des réponses aux besoins primaires en sollicitant les dispositifs existants. Nous participons également avec les partenaires associatifs, tels que ceux de l'urgence sociale, à orienter et à accompagner les jeunes sur les volets juridiques, scolaires et bien sûr sur le volet de la santé. Donc l'équipe de Médecins du Monde à Caen est formée de 2 salariés. Aujourd'hui, c'est un coordinateur et une médiatrice en santé. Sur le programme MNA, quand c'était un programme MNA à part entière, c'était un coordinateur et un travailleur social. Et de 12 à 15 bénévoles, organise des permanences d'accueil tous les après-midi et se réunit toutes les semaines pendant 1h30 pour échanger sur les situations des jeunes rencontrés. Cette réunion, que nous appelons réunion de situation clinique, est un espace de parole très important où chacun partage ses observations, ses questionnements, voire ses inquiétudes. Elle a plusieurs fonctions. Elle permet la transmission des informations, l'expression des observations, l'analyse des comportements, mais aussi elle permet d'élaborer certains objectifs. Au fil du temps, cet espace de réunion est devenu le véritable pilier du programme, celui où s'exprime pour nous ce qu'on appelle l'intersubjectivité. Il existe aussi un groupe de travail qu'il est appelé groupe accueil. Il est porteur du sens de l'action. Il mène des réflexions plutôt d'ordre éthique, anthropologique ou sociologique. Et en plus de cet aspect théorique, c'est de ce groupe qu'émergent un grand nombre des activités psychosociales menées auprès des jeunes. Ce groupe est complété par un groupe santé-prévention qui travaille aussi sur la mise en réseau des acteurs de santé et sur la planification des activités de prévention et de promotion de la santé. Un troisième pilier, on va dire, du programme, c'est les séances d'analyse des pratiques. Donc l'équipe bénéficie de 6 séances d'ADPP par an, où les questions d'analyse des transferts, du positionnement chez les accompagnants ou encore de la résonance sont ici posées et analysées. Donc le fonctionnement, surtout sur tous ces espaces, est le plus horizontal possible. Les membres de l'équipe ont des compétences variées et complémentaires. Certains ont des compétences médicales, d'autres en santé mentale, en droit des étrangers, issus du travail social ou du monde culturel et artistique. Tous sont ce qu'on appelle coproducteurs de savoir. Pendant les permanences d'accueil, nous proposons de petits encarts, nous avons quelques duvets et quelques produits d'hygiène. Cependant, nous ne sommes pas un lieu de distribution. Les jeunes viennent à Médecins du Monde surtout pour se socialiser et rompre avec l'isolement, pour échanger en langue française, pour s'amuser, mais aussi pour exprimer leur mal-être. Ils sont souvent dans l'incapacité de se projeter, de faire du lien avec le passé. Nous ne cherchons pas à les faire parler, mais plutôt à instaurer un climat de confiance qui leur permette de se poser, de se sécuriser et, on l'espère, de se restaurer. Le lieu se veut contenant et sécurisant, en opposition avec l'insécurité de leur quotidien. Nous pratiquons des entretiens individuels, mais il n'y a pas de consultation médicale ni psychologique. Et une boucle WhatsApp qui réunit équipes et jeunes vient prolonger l'existence de la communauté au-delà des horaires d'ouverture. Sur le modèle de la médiation en santé, nous orientons et accompagnons les jeunes sur les structures médicales et sociales lorsqu'ils en sont demandeurs, et ce, jusqu'à ce qu'ils se sentent assez autonomes pour continuer seuls. Au niveau des partenaires en santé mentale, nous travaillons surtout avec l'équipe mobile psychiatrie précarité, avec les services hospitaliers de l'EPSM et avec la consultation transculturelle de l'EPSM. Nous souhaiterions travailler davantage avec la maison des adolescents, avec les centres médico-psychologiques, avec Thérapsie et avec le Centre régional psychotraumatisme Normandie. Pour ce qui est du plaidoyer, au niveau du plaidoyer global, Médecins du Monde plaide pour le respect de la dignité des personnes et pour l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à la Déclaration des droits de l'enfant de 1989.
Médecins du Monde plaide aussi pour l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaire. Et également cherche à promouvoir une approche de la santé publique, de la santé mentale et soutien psychosocial. Plus concrètement, nos axes de plaidoyer sur la santé mentale des MNA sont la mise en place d'un bilan de santé complet comprenant la santé somatique et la santé psychique, bilan qui doit être systématiquement réalisé avant l'évaluation de la minorité. Également, l'instauration d'un temps de répit suffisamment long. L'évaluation doit être reportée si l'état de santé est dégradé. Aussi, la prise en compte de l'état de santé global dès l'accueil provisoire d'urgence et à toutes les étapes du parcours administratif des jeunes. Plaidons aussi pour obtenir plus de moyens sur les dispositifs de prise en charge, tels que les CMP et les maisons des ados. Cela passe par la demande de moyens supplémentaires sur l'interprétariat professionnel et la prise en compte de la dimension culturelle dans la prise en charge. Nous plaidons aussi pour la prise en charge jusqu'à épuisement des voies de recours et l'aide à la reconstitution de l'état civil. Voilà, donc je vous disais, on va vous présenter un petit peu la journée type qu'on peut avoir au local, on peut partager avec les jeunes. Donc nous sommes mardi. Il a rendez-vous à 9 h à l'hôtel de police pour signer son assignation à résidence, comme 2 fois par semaine depuis plusieurs mois. Cette semaine, c'est Médecins du Monde qui l'accompagne. Nous alternons avec le centre d'hébergement d'urgence. La bénévole vient le chercher dans la voiture. Il semble plutôt détendu, de bonne humeur. Il est prévu que le MPP le rejoigne à l'hôtel de police pour l'accompagner à son rendez-vous psychiatre à l'EPSM. La bénévole, sachant que lors de son dernier rendez-vous, il a refusé l'injection retard et souhaite à présent gérer seul son traitement, lui demande comment il se sent et comment il est vis-à-vis de cela. Il confiera vite qu'il a décidé de ne plus le prendre. Ça m'embrume trop la tête, j'aime pas. Comme nous en avions échangé en équipe la semaine précédente, ainsi qu'avec le MPP, la bénévole lui répond que c'est son choix et qu'il semble en effet aller bien ces derniers temps, plus présent dans la relation. Il a peut-être raison, tout en lui parlant des l'éventualité d'un moins bien-être qui pourrait arriver et qui, s'il en ressent les signes, qu'il n'hésite pas à nous en parler. Il sourit et répond Inch'Allah. Puis il demande s'il peut choisir une musique. Il voudrait lui faire écouter un rappeur américain qu'il aime beaucoup. La musique se lance et il se met à danser et à chanter. Après son rendez-vous, il demandera à l'EMPP de le déposer à Médecins du Monde pour venir y prendre un café. Les jeunes qui viennent le matin sont les plus fragiles sur le plan psychique et les plus marginalisés. Ce sont des jeunes qui viennent pas ou peu l'après-midi. Le matin est un temps qui respecte mieux leur vulnérabilité et la temporalité émotionnelle, car les conditions ils permettent une contenance plus appuyée et un plus grand calme. Donc, j'aimerais parler des troubles qu'on rencontre, aussi bien les troubles importants que les troubles plus légers. Alors pour cela, je voudrais faire un tout petit point méthodologique, et avant et après dire les troubles rencontrés. Notre approche méthodologique est essentiellement symptomatique et syndromique, dans une co-construction en équipe. Nous insistons beaucoup tous les trois là-dessus. Ça s'entend. Nous veillons à avoir un vocabulaire commun à toute l'équipe. Par exemple, parce que ça arrive assez souvent, si des termes comme délire, parano, schizo, psychose émergent lors de nos réunions, en particulier du mardi, nous nous efforçons d'en expliciter le sens et par voie de conséquence, trouver un sens commun minimal pour tous. Ça me semble très important que nous ayons les mêmes sens derrière les mots qu'on dit. Les troubles qu'on rencontre, bon, comme tout le monde le sait à peu près, on rencontre beaucoup d'anxiété et d'insomnie. Les insomnies sont souvent dites spontanément par les jeunes, je dors pas, ça arrive vite. L'anxiété aussi est souvent dite sous différentes formes, mais c'est plutôt là une observation que l'on a en disant, tiens, ce jeune-là, il n'a pas l'air bien. Bon. Donc l'anxiété, on l'évalue plus lors du tous les jours que l'insomnie qui est vraiment très dite spontanément. Ensuite, il y a les troubles, c'est ça qu'on rencontre le matin, les troubles de stress post-traumatique. Alors, les troubles de stress post-traumatique, j'emploie là un terme de l'OMS, mais c'est la même chose que les PTSD qui sont connus
par l'intermédiaire de la classification américaine du DSM. On est au DSM 5, je crois, actuellement. Mais je ne ferai pas de différence là tout de suite, même s'il y a des longues explications par rapport à ces deux choses-là, mais on n'est pas dans une conférence de psychiatrie. Alors, dans les PTSD, on rencontre aussi de l'anxiété et des troubles du sommeil. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y avait également des dépressions, des dépressions importantes après avoir dit l'anxiété. Et je reprends là parce que dans les PTSD, on rencontre de l'anxiété et des dépressions, ce qui complique un peu les choses pour faire les diagnostics. Mais je voudrais surtout insister sur le fait qu'il y a des TSPT complexes maintenant qui viennent se surajouter et qu'on voit dans différentes publications depuis 3-4 ans à peu près. Ce sont des PTSD complexes, c'est dû à ce que plusieurs événements traumatiques se cumulent dans le temps. On le rencontre chez des migrants et chez les MNA. On peut le rencontrer aussi, par exemple, des choses dont on parle tout de suite beaucoup dans la société, chez des abus sexuels, quand ils sont répétés. C'est pas la même chose d'un abus sexuel unique qu'un abus sexuel répété. Je dis ça parce que moi, je l'ai beaucoup vécu, j'étais psychiatre auparavant, donc c'est pour ça que je le dis. Mais alors, je dis plusieurs événements traumatiques qui se cumulent, mais également ce que vous pouvez tous rencontrer, ceux qui s'occupent des MNA, des événements traumatiques intentionnels. Ce qu'on appelle événement traumatique intentionnel, c'est quand il y a un événement traumatique qui est fait intentionnellement. Le plus connu, c'est les événements traumatiques autour des tortures. Et ça fait déjà un bout de temps qu'on a travaillé les événements traumatiques intentionnels, mais ils reviennent là, de façon d'ailleurs très intéressante, beaucoup actuellement. Parce que les migrants ont souvent, alors tout le monde le sait, en Libye en particulier, des événements de torture. Alors pour la torture, je renverrai très rapidement à quelqu'un qui a beaucoup travaillé ça, avec Primo Levi au début et ensuite avec d'autres Primo Levi, c'est Françoise Tironi. Dès 1995, moi j'ai travaillé avec elle à cette époque, en montant Primo Levi, et on parlait beaucoup, et elle a fait des livres là-dessus pour ceux qui veulent approfondir. Donc le traumatisme intentionnel, c'est quelque chose qui devient compliqué. Pourquoi ça devient compliqué? Parce que dans les traumatismes intentionnels, on retrouve des choses que l'on retrouve dans les psychoses. C'est-à-dire que, je cherche, mais j'ai l'habitude de parler sans note. Alors, on trouve des dissociations, ce qu'on appelle les dissociations en psychiatrie. On trouve aussi des atteintes profondes de l'estime de soi qui, associées au sentiment d'échec et à la honte, peuvent ressembler à de la mélancolie, c'est-à-dire un syndrome psychiatrique. On trouve également des troubles auto- ou hétéro-agressifs qui peuvent faire penser à des troubles délirants psychotiques. Alors, pourquoi je dis ça pour les PTSD complexes? C'est que c'est important de faire la différenciation entre ça et les troubles psychotiques. C'est pas à nous de faire la différenciation, c'est essentiellement à nos collègues du 4e étage de la pyramide, c'est-à-dire pour nous essentiellement le MPP et l'établissement public de santé mentale. Mais nous discutons beaucoup avec eux de ces questions-là, pour essayer d'éviter quoi? Par exemple, que quelqu'un qui a un PTSD complexe soit traité de façon pas la meilleure possible. Je prends un exemple. Il arrive souvent qu'en psychiatrie, des gens soient hospitalisés contre leur gré, on va dire, et qu'il y ait à la fois donc une atteinte à leur liberté et une atteinte également à la liberté des médicaments qu'ils peuvent avoir. En particulier, à l'hôpital psychiatrique, souvent, on enferme et on donne des neuroleptiques. Et ça peut être contre-productif par rapport à la question de PTSD complexe. Autre point que je pourrais prendre, si ça ressemble à une mélancolie et qu'on ne s'aperçoit pas que c'est une mélancolie, type mélancolie introduite par un PTSD complexe, très souvent, nos jeunes, là, n'ont pas d'antidépresseurs, alors que c'est certainement le meilleur traitement qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, j'insiste sur le fait que ces PTSD complexes, si ça paraît, c'est pas théoriquement de notre rôle, mais c'est de notre rôle d'y penser,
hein, et de le dire à l'EMPP et aux psychiatres qu'on connaît à l'hôpital psychiatrique, à l'EPSM, et pour pas qu'il y ait de mésentente par rapport au traitement. Mais ça, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement, comme l'a dit Nicolas, de travailler avec l'EMPP et avec le PSM. J'en ai fini là pour ma partie actuelle et Val de Reste va continuer. Il est midi, c'est la réunion de situation clinique qui débute. Cette réunion permet de faire socle commun. La majorité des bénévoles y participent. Cela fait en sorte que même ceux qui ne peuvent pas être fréquemment sur les permanences puissent être au courant et participer à la réflexion de ce qui se passe pour les jeunes. Ce jour, nous abordons par exemple l'arrivée de plusieurs MNA, ce qui nous permet de penser et de préparer leur accueil. Ensuite, une bénévole souhaite nous faire un retour sur l'accompagnement d'un jeune à l'unité médico-judiciaire, où il devait se faire constater par un médecin légiste les stigmates des violences vécues. Démarche importante dans le cadre de l'élaboration de son dossier. La bénévole tenait à nous partager ce moment qui a été très fort pour elle. Elle nous raconte qu'après l'examen de C par un médecin qui recense professionnellement et plutôt froidement ses blessures, elle l'emmène boire un café en attendant le rapport médical. C commencera à raconter son enfance, les maltraitances subies, la vie à la rue, jusqu'à ce qu'il soit recueilli par l'église pentecôtiste. Là-bas, il y apprendra le piano et le chant choral. Durant cet échange, la bénévole, ayant repéré un piano dans le hall, propose à C s'il souhaite en jouer. C s'y installe, son visage se transforme. Il s'illumine à mesure que les doigts courent sur le clavier. Il se met à chanter. Les gens s'arrêtent, l'écoutent et l'applaudissent. Sur le chemin du retour, la bénévole informera C qu'il peut trouver un piano à la gare et à la bibliothèque à Caen. Depuis ce jour, il s'y rend régulièrement pour y jouer. C est un jeune homme congolais de 16 ans, qui est arrivé au local il y a quelques mois maintenant, en janvier. Sa minorité a été contestée car il est arrivé en France en avion avec un visa majeur. À son arrivée, comme la plupart des MNA, il semblait démuni, sidéré, désorienté, en grande insécurité. Progressivement, C se montre très lisse, sage et bon élève, au point qu'il nous est arrivé de nous questionner sur ses capacités de compréhension. Il nous sollicite beaucoup sur les permanences pour apprendre des choses. Les premiers temps, il dessine aussi des routes, rues, les drapeaux des nationalités de tous les jeunes présents. Il fait tout pour être aimé. En mars, il commence sa scolarisation. Il en est ravi et s'investit beaucoup. C est les premiers mois toujours très souriant et d'une extrême gentillesse. Il ne se plaint jamais. En avril et mai, il va suivre des ateliers artistiques proposés par Médecins du Monde. Il nous montre alors toutes ses capacités créatives et cela semble progressivement ouvrir quelque chose dans notre relation avec lui. Il nous montre plus d'ambivalence, exprime des émotions négatives, plus négatives, commence à nous parler de lui. Sa personnalité se colore et nous découvrons un jeune homme plutôt taquin, dans une certaine immaturité par moment, et à d'autres, au contraire, dans une grande bienveillance et qui peut se montrer très ressource auprès des nouveaux MNA. C'est souvent lui qui les accompagne pour la première fois au local et qui leur montre la route du centre d'hébergement, du resto social. Je vais te laisser la parole, Thierry, pour compléter un petit peu. Donc, je vais essayer de reprendre par rapport au début, ça aurait pu être avant, mais on n'a pas réussi à l'articuler comme ça, les références théoriques qui nous guident pour travailler. Hein. Et je vais lire là pour pas faire comme tout à l'heure. Donc, j'ai plutôt l'habitude des séminaires et des colloques, mais là, c'est un webinaire, donc je vais lire ce que j'ai écrit. La clinique psychosociale est notre socle de référence essentiel. C'est pas pour faire plaisir à Vincent, mais c'est parce que c'est comme ça. Depuis 2000, moi, je connais bien à la fois Christian Laval et Jean Furtos, et j'ai suivi ça de près, et j'ai travaillé ça avec Christian Laval avant même qu'il soit un médecin du monde. Christian Laval étant un sociologue, Jean Furtos étant un psychiatre. Donc, ça nous paraît très important de nous appuyer sur cette clinique psychosociale. Il suffit d'aller voir dans tous vos écrits, c'est-à-dire Rhizome, par exemple, et on trouve énormément de choses. Le premier article de Rhizome, la première, c'est en 2000, et en avril 2000, déjà, il y avait un article là-dessus sur la psychiatrie trouée par le social. Donc, je trouve ça très important, et pour ceux qui veulent aller voir, vraiment, allez voir sur le site de l'Orsper, hein, et moi, j'y suis très souvent allé, et c'est vraiment comme ça qu'on apprend beaucoup de choses. Alors, nous combinons cette clinique de psychosociale par la psychothérapie institutionnelle,
par l'approche transculturelle, par la santé communautaire et par des concepts winnicottiens qui nous semblent importants et où en particulier Valdorez et moi sommes assez attachés. L'espace transitionnel, la question du holding, c'est-à-dire porter, et la question du handling, c'est-à-dire porter suffisamment longtemps dans le temps pour que la confiance persiste. Voilà, et j'en dirai pas plus sur ces références théoriques. Par contre, on peut répondre à des questions. Alors, moi, je voudrais faire une conclusion, en tout cas par rapport à ça. Mais, et comme ça, j'arrêterai, je dirai plus rien après. Dans l'approche que nous vous présentons, on pourrait nous reprocher d'être militants avant d'être soignants. C'est quelque chose que connaissent bien certains psychiatres qui sont justement dans les ONG. Hein, mais c'est-à-dire dire qu'on psychologise les problèmes sociaux. C'est des choses qu'on disait par exemple à Robert Castel, qui était pourtant un sociologue bien reconnu, et je dirais que oui, nous sommes militants, mais nous sommes soignants. Et Médecins du Monde est une association soignante et militante. Donc, on ne refuse ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, il est bientôt 14 heures et la permanence va ouvrir. Dans les premiers à arriver, il y a justement C, dont je vous parlais avant, qui accompagne un nouveau jeune que nous ne connaissons pas encore. Une bénévole devant le local à ce moment-là va à leur rencontre. Après un bonjour chaleureux à C, elle se tourne de nouveau vers le nouveau venu et lui serre la main en se présentant. Le jeune H fait une grimace. Il montre alors sa main brûlée et dit que ça lui fait mal. Une autre bénévole arrive et lui serre la main à son tour. Malgré la douleur, il ne dit rien. Une fois dans la grande salle, H s'installe sur le canapé. C'est le moment où d'autres jeunes arrivent. Comme à leur habitude, de façon très ritualisée, ils écrivent leur nom au tableau, saluent chacun, s'installent sur le canapé et sortent leur portable. Durant cette danse, H raconte aux deux bénévoles comment il s'est fait brûler la main lors de son parcours d'exil en Tunisie. Moment où il a également perdu la trace de son frère, dont il n'a pas de nouvelles à ce jour. Il va jusqu'à montrer les photos de l'évolution des soins de sa main. Je suis toujours frappée par l'aisance de certains jeunes à nous déballer leur vécu traumatique rapidement et en présence de tout le monde. Nous aurions tendance à vouloir contenir ce discours et leur proposer de les recevoir en individuel dans un lieu plus confidentiel. Mais après de nombreuses tentatives dans ce sens, nous nous sommes confrontés à plusieurs échecs et refus. Lors d'un colloque, l'une des intervenantes qui pratique en consultation transculturelle avait amené la réflexion sur le fait que dans beaucoup de cultures africaines, les moments individuels peuvent être vécus comme plus menaçants que contenants et peu propices à la confidence, et que le groupe a une grande importance. Depuis ce jour, nous gardons cela en tête et ne freinons plus les jeunes qui souhaitent se raconter comme cela, en présence des autres. Les jeunes autour, dans ces moments-là d'ailleurs, sont impressionnants de justesse, respect, bienveillance et pudeur. Une musique s'élève dans la pièce. C'est Brigadier Sabari, d'Alpha Blondy, qui sort des enceintes raccordées au portable d'un jeune qui discute avec un ami en langue peul. Un groupe de bénévoles, 3 Afghans, un Érythréen et une Congolaise, se sont formés autour de la table et proposent de jouer au Uno. A regarde des clips de Youssou N'Dour sur le PC avec un casque sur les oreilles. Il a 30 ans et vit à la rue. Sa consommation d'alcool est excessive. Nous dérogeons à la limite d'âge pour ce jeune, car c'est un cas de force majeure. Il est dans une spirale où sa santé se dégrade à vue d'œil et où toute tentative qui pourrait l'aider à aller mieux doit être tentée. L'identité de l'équipe, attachée à apporter une aide inconditionnelle aux plus vulnérables, se révèle à travers cette prise en charge exceptionnelle. 3 MNA, arrivés de la veille, ont intégré le groupe de joueurs de Uno. Ils ne savent pas à quoi ils s'attendent. Il faut dire que nous avons une manière plutôt singulière de jouer ici. Plus ça triche, mieux c'est, et cela fait des parties assez vivantes. Surtout comme aujourd'hui, où la bénévole championne dans cette discipline est présente aux côtés de N, jeune Érythréen fraîchement réfugié, réel magicien et honoré à l'unanimité du titre de roi de la triche. Il en est d'ailleurs très fier. C'est assez fascinant de voir ce qui peut émaner de ces parties de jeu. On observe les allées et venues de quelques jeunes. Ils vont dans le couloir, regarder sur les étagères les produits de la banque alimentaire. Ils font leur choix et se préparent un goûter.
Ils en profitent pour ramener à boire dans la salle pour qui veut. Dans la cafétéria, 3 Soudanais discutent en arabe d'un de leurs amis qui a réussi à passer en Angleterre hier. Il s'est faufilé dans un camping-car de touristes anglais avant que ce dernier n'embarque sur le ferry. En passant, l'un d'eux interpelle Nicolas, coordinateur, pour lui demander de l'aide pour saisir la cellule de recherche des personnes disparues de la Croix-Rouge française. Sa mère a quitté la ville d'El Fasher au Darfour à cause de la guerre. Elle a pris la direction du Tchad, mais il n'a plus de nouvelles depuis. Il est très inquiet. Un peu plus tard, dans l'après-midi, un jeune Ivoirien arrive très énervé sur la permanence. Il y a eu un conflit dans le squat la nuit passée. Il a reçu des coups et a été menacé à l'arme blanche. Une bénévole s'est mise à l'écart avec lui dans la salle d'entretien. Elle mettra environ 1 heure à le faire redescendre en pression. Ce sera même un balai entre 2 bénévoles et la médiatrice, en fait. Elle obtient son accord pour que nous contactions le 115 et sollicitions une place d'urgence pour la nuit. Notre demande sera satisfaite et le jeune réussira par la suite à trouver une solution d'hébergement dans un autre squat. Ce jour-là, la médiatrice prend également le temps de faire un entretien avec un jeune Afghan hébergé chez un cousin. Elle utilise l'interprétariat en pachto par téléphone. Le jeune est sorti du dispositif d'évaluation des MNA avec un refus il y a 2 semaines. Il a vu l'avocate qui lui demande de faire venir un document d'état civil pour compléter la saisine au juge des enfants. Ce document existe, mais il est bloqué en Afghanistan. Plus aucun courrier ne quitte le pays depuis l'arrivée des talibans. Le jeune est désabusé. Face à cette situation à laquelle elle ne peut apporter de solution, la médiatrice explique au jeune que d'ici 6 mois, il sera majeur et qu'à ce moment-là, il pourra déposer une demande d'asile. En attendant, elle lui dit que nous allons tenter de le scolariser. Le jeune semble reprendre espoir et esquisse un sourire. Il est 16h47. La permanence va bientôt se terminer, mais c'est le moment que choisit R pour arriver. Il passe faire 2-3 parties de Uno avant que ça ferme. La plupart des jeunes partent, mais il y a toujours 2-3 qui traînent, nous aident à ranger et profitent ainsi d'un petit instant privilégié.